Absolument. Je te pose la question ou tu peux y aller sans question, je crois qu'elle est exprimée. Donc, qu'est-ce que ce moment exprime pour toi? Comment tu penses que les outils que nous avons à disposition, ces outils qui ont trait au design, ont à se re-questionner, comment elles agissent sur la société, voilà. Et qu'est-ce que sera ce monde de demain si véritablement quelque chose se change? Euh, Bah, euh, alors moi, je trouve que c'est très, bah, du coup, par rapport à ce qu'on dit, c'est très complexe de s'exprimer maintenant. Je suis plutôt du genre à prendre le temps, à absorber des informations, à les digérer, et à essayer euh, de poser des questions ensuite. Là, on est confiné, on n'a pas nos ateliers. Enfin, moi, mes outils quotidiens, je les ai pas. J'ai que mes livres en tant qu'outils. Et du coup, ça force un peu à questionner voilà, ce rapport au flux, à la rapidité de notre société, et à prendre un peu de... Ouais, enfin, c'est ce que je disais au début, à essayer de mettre le paramètre lenteur comme un ingrédient Positif. positif et même qu'il faut chérir, quoi. Mm, mm. Euh, Là, ces derniers temps, depuis une petite année, je travaille sur l'abondance, sur la notion d'abondance avec des étudiants. Je fais des workshops à ce sujet-là. Et je trouve ça justement assez sur cette notion qui est un peu complexe tu vois, le designer dans les années 50-60, il a été un peu le collabo de la société de surconsommation. Et Peut-être du après 60 d'ailleurs. après 60, Oui. moi j'ai juste lu des livres. Non, je pense que 50-60, on était encore dans une sorte de reconstruction, certainement avec collaboration avec l'entreprise, Oui, mais on n'était pas encore dans la surabondance. d'accord. C'est après 60, je pense que la question de la surabondance a fait vriller le design vers d'autres choses. C'est très intéressant, en effet. Bah ouais, et quels sont aujourd'hui, quel héritage nous on a de ça? Je trouve ça euh, hyper important de le questionner, et surtout aux jeunes générations qui vivent ces crises successives qui se rapprochent les unes des autres. Euh, et voir comment c'est pas, comme on dit, c'est pas quelque chose ce rapport à la lenteur ou à l'abondance, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui peut être, voilà, si on en prend soin, qui peut être cercle vertueux. Et, mais aujourd'hui, notre société, elle a plus tendance à avoir tiré la couverture vers le cercle vicieux, la Mm, surproduction, l'échelle, quoi, mm. euh, produire plus que ce dont on a besoin. Et ça, c'est assez fascinant d'observer comment est-ce que euh, là, on a des problèmes de stockage de pétrole, quoi. On extrait beaucoup trop de pétrole, tu vois. Et en fait, du coup, on absorbe tout ça quoi, de Ouais. manière irréfléchie. Ouais, c'est vraiment ces questions d'échelle qui sont intéressantes. Mais en fait, je trouve ça intéressant quand le designer arrive à retourner une situation et poser la question dans l'autre sens. Est-ce que le pétrole, qui est en réalité une sorte de compost planétaire, est-ce que c'est pas une énergie renouvelable? Tu vois, c'est pas provocateur hein, Mm. si je dis ça, mais est-ce que c'est pas une énergie renouvelable si on arrête, si on ajoute cette composante lenteur et qu'on attend 1000 ans entre l'extraction de chaque baril de pétrole, eh ben, cercle vertueux. Et on retourne sur une autre énergie renouvelable. Et là, on a la conscience de la manière dont on consomme, et de la manière dont on produit, et de la manière dont on chérit ce cercle. Mm. Mm. Mais ouais, c'est... Mais je crois il y a cette dimension, en effet, de surabondance, d'accélération, je dirais même euh, on nous a occupés d'une certaine manière. On nous a occupé l'esprit par une sorte mais on continue d'ailleurs par une sorte euh, d'accélération permanente, d'activité permanente dont une efface la précédente. Mais Oui, je crois qu'il y a une seconde crise
que je trouve intéressante d'essayer de théoriser, et j'aimerais bien la partager avec toi, c'est celle de la concentration. Mm. Celle de, on a quand même prêché ces dernières décennies le fait qu'il fallait concentrer plus les villes, qu'il fallait... est-ce qu'on est encore dans ce film-là ou est-ce que finalement cette crise nous fait nous re-questionner par rapport y compris ces énormes machines que sont les hôpitaux, ces paquebots, tous ces symboles finalement de Ouais, s'isoler et se concentrer, quoi. ouais. Bah, moi, je suis, c'est assez, moi, ça me fait un peu, je suis plutôt de caractère optimiste, on va dire, mais ça me fait un peu peur, surtout depuis, en 2012, j'étais en Égypte, au Caire, Ouais, pendant la seconde révolution. J'étais dans un programme invité par UNDP, les Nations Unies, le programme de développement des Nations Unies, invité avec plusieurs designers à aller re-questionner une production locale avec des artisans locaux. Et c'était assez fascinant de expérimenter une ville de 20 millions d'habitants mm. euh, et, Et ces périphéries. et ses périphéries, dont une zone qui s'appelait Mahadi, je crois. Donc c'est un peu longtemps, donc je m'en souviens plus très bien. Je crois que c'est Mahadi. C'était un bidonville dans un cimetière. Ah, Et oui, 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 mais c'était, tu sais, oui. tu passais, c'était des kilomètres et des Mm. kilomètres. Et cette fascination, enfin, il- on se demande dans quelle mesure, là, nos villes anciennes, comme, enfin, j'entends ville ancienne, Paris, Londres, New York, hein, euh, au regard des autres méga cities et méga bidonvilles qu'on est Mm. en train de concentrer un peu partout. Euh, ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait un peu froid dans le dos. Mais ouais, c'est encore une fois cette question d'abondance. Dans quelle mesure contrecarrer ça? Dans quelle mesure le questionner, diluer, mettre un peu d'air et de lenteur dans tout ça pour pas ouais, surdoser, surdimensionner. Et peut-être, Pardon, je te coupe, mais ça me fait penser à quand ça me fait penser au devenir de ce virus. Là, il est en Europe, il est par là. C'est une problématique on est en face de ça. Mais hier, quand on était ensemble au musée près de la Porte Dorée à Paris, il était à Wuhan. Et pour nous, c'était quand même quelque chose de relativement loin, ouais, de distant, une sorte de chose exotique. Mais demain quand il sera dans ces bidonvilles, toujours. et que chez nous, il sera traité avec une sorte de, voilà, de cohabitation, on va dire, euh, bah, on en parlera un peu moins, tu vois. Ça redeviendra une sorte de forme de chose distante où bah, la guerre, c'est ailleurs, donc bon, on n'en prend pas vraiment conscience. Mais je pense que Enfin, la guerre. ce point est assez essentiel, c'est-à-dire euh, compris dans cette surmédiatisation du corona, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Est-ce Mm. qu'on parle des camps qui se trouvent aux frontières européennes? Est-ce qu'on parle, voilà, où des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont concentrées justement aussi Mm. les risques sanitaires dans ces lieux-là sont extrêmement forts. Voilà, toutes ces choses-là, on ne parle pas euh, je dirais on fait une statistique journalière sur les morts, mais on ne parle pas des différences sociales, on ne parle pas Mm. justement de qui est affecté et qui ne l'est moins, de ces différences entre le confinement de personnes qui sont dans leur villa secondaire et celles qui sont dans des deux pièces coincées à plusieurs. Voilà. Je crois qu'il y a tout un thème qui reste caché Mais dans, malgré cette extrême médiatisation de la chose. et tu vois, dans cette question sur ce qu'on dit, pour moi, un des outils du designer, le premier, c'est l'observation, et être en capacité de contempler et de questionner. Euh, mais là, quand imaginez euh, que demain on sera dans une autre situation et que demain cette chose-là, elle sera ailleurs, moi, elle me fait un peu froid dans le dos. J'ai un peu Mm. oublié ce que je voulais dire. Mais
Ouais, je pense que c'est ce rapport de prise de conscience et de comment faire des tentatives aujourd'hui à notre échelle, sans oublier aussi les, les vulnérables et ceux qui sont en dehors de notre champ de vision, quoi. Mm. Et ça, Mais je crois que, c'est un gros problème. ouais, je crois que le confinement, c'est quand même aussi un empêchement d'action de la société civile. Oui. Euh, et, et je dirais que le design participe de ça. C'est-à-dire que Mm. le design, soit il est aux ordres du pouvoir et il est au service d'eux, soit il arrive à activer justement cette Côté société pirate. civile. Oui, non, mais aussi dans le bien de la société. Je pense qu'il n'y a pas que de la piraterie. Je crois qu'il y a aussi Évidemment. effectivement euh, la nécessité Du que contrepoint. oui, que tout ne se passe pas top-down, quoi. Et on sait qu'aujourd'hui, la grande crise, elle se passe là. Et on sait aussi que la France est toute particulièrement affectée par ce top-down, quoi. Il y a une sorte d'empêchement d'initiative que l'on ne Mais, retrouve pas en Allemagne, que l'on ne retrouve pas dans d'autres pays, quoi. mais ça, j'ai l'impression que il est difficile de se saisir maintenant de cette question-là. Tu vois, on n'a pas encore tous les éléments. Il nous faut, je pense, beaucoup de temps pour réussir à composer notre puzzle, là, d'avoir toutes nos pièces en face de nous et essayer de comprendre quelle tentative de choses, enfin, comment critiquer ce que tu dis, comment en tout cas le remettre en question, essayer d'opérer un changement de point de vue là-dessus. Parce que ici, oui, évidemment, comme tu dis, on est tous confinés. Mais il y a, enfin, moi, je suis très réfractaire aux réseaux sociaux et à l'actualité en flux permanent, donc je me rends pas bien compte. Mm, Je suis assez à l'abri de ça, mm, tu vois, de tous ces, euh, de tout l'argumentaire qui est élaboré au quotidien. Donc je me rends pas compte, mais je sens que voilà, il faut quand même laisser reposer un peu les choses mm, mm, avant de pouvoir vraiment être actif, tu mm, mm. vois, par la question. Et tu penses que donc, c'est un peu une conclusion que tu viens de faire. Euh, un report à au prochain interview. Mais, en quoi penses-tu que ça changera un peu notre domaine? Ça, c'est une question. Et l'autre question, puisque tu es quand même très fortement, tu t'occupes de la question de la médiatisation, de cette d'installations qui permettent l'expression. Euh, quelle position tu vois par rapport à cette nouvelle réalité? Bah, sur quelle position tu veux dire, le devenir de, enfin, Oui, c'est tes projets personnels, c'était cette recherche que tu fais d'essayer de partager des situations, d'essayer d'ouvrir des propos à, je dirais même au multisensuel. mhm. Euh, Moi, je pense que ouais, entre les questions sur l'abondance que je pose et que je propose aux étudiants, il y a toujours une constante que je trouve assez intéressante, mais déjà qui me rassure sur le fait que bah, euh, des, des personnes qui ont 10, 15 ans de moins que moi prennent les choses mhm, bah, euh, comme leur contexte initial, quoi. Elles n'ont pas connu forcément quelque chose avant. Voilà, c'est notre terreau aujourd'hui. Et moi qui suis euh, jeune professionnel, c'est mon terreau aussi. J'ai mhm, pas connu mhm, les anciennes révolutions industrielles dont on parle ou les années 60. Euh, mais je trouve il y a, il y a cette volonté peut-être que la question d'obtenir ou d'arriver à une situation d'abondance, c'est pas forcément en générant des choses nouvelles, mais peut-être en diminuant notre besoin, en mhm, diminuant nos désirs. Peut-être que, tu vois, dans cette balance, il y a un truc intéressant de si on diminue le besoin, en fait, on augmente notre abondance sans rien changer, à part notre volonté et notre liberté euh, individuelle et subjective de désirer ou non quelque chose. Donc,
D'accord. Ça répond à ta question? Tout à fait. La question de la responsabilité individuelle, je crois que Non, c'est. mais la question de la responsabilité individuelle, elle est très importante. Par exemple, tu as dû lire l'article de Latour, de Bruno Latour, dans le questionnaire qui est hyper intéressant sur la production, sur comment se questionner individuellement, comment est-ce que, voilà, se mettre dans la posture de moi, si j'étais, qu'est-ce que je ferais? Euh, euh, mais le problème, c'est qu'il oppose encore une fois des globalisateurs à nous, tu vois. Et je trouve que définir des gens qui ont une forme de pouvoir potentiel, et nous, en contrepartie, il faudrait se mobiliser pour, je trouve qu'il y a une- un truc qui n'est pas encore clair là-dedans. Et justement, je pense que notre prochaine Simplification. interview, elle sera Ouais. intéressante sur cette question de la responsabilité individuelle. Parce que, parce que pour moi, souvent, on dit les designers, ils ont la responsabilité du design. Moi, depuis que je suis étudiant, c'est rendez-vous compte, le designer a sa responsabilité. Bah ouais, moi je veux bien. Alors, je suis hyper engagé, mais mon engagement, il est hyper subjectif. Mm. Et la responsabilité du designer dans tout ça, elle est relative parce qu'au final, je suis entouré de plus d'objets qui sont pas faits par moi. Donc en fait, ma responsabilité d'utilisateur, elle est quasiment plus importante Que ma cette concept-là. responsabilité de citoyen, elle est quasiment plus importante que ma responsabilité de designer. Et dans ce cas-là, je pourrais boycotter n'importe quel produit. Et là, j'aurais peut-être plus de poids que dans n'importe quel Mm. nouvel objet, ou nouveau service, ou nouvelle chose que je vais pouvoir élaborer comme tentative. Tiens. Mais ouais, il y a un truc de mettre ton voisin, le bruit, comment est-ce que je fais moi en tant que citoyen pour vivre avec et cohabiter avec les autres et dans l'écosystème donné. Ah ouais, quelle est ma responsabilité individuelle de déménager aujourd'hui ou d'attendre dans 6 mois, quoi. De prendre le risque d'attendre. Ouais. Ouais, prendre le risque d'attendre. Exactement. Merci beaucoup.